dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks. Suivez Howdy Mavs sur votre plateforme audio préférée et utilisez notre chaîne YouTube pour écouter l'émission et nous envoyer vos commentaires et vos questions. Ça nous fait super plaisir d'échanger avec vous et n'hésitez pas à vous abonner, ça nous encourage à continuer. Alors on est en effectif réduit aujourd'hui, notre ami Quentin doit se lever tôt demain donc il n'a pas pu se joindre à nous, mais on a quand même décidé de faire une émission parce que notre petit rookie préféré, Cooper Flagg, nous a fait 2 matchs dantesques contre Orlando et contre Los Angeles. Donc, on était obligé de commenter l'actualité. Et pour faire ça, je suis avec Nico. On n'est que tous les deux aujourd'hui. Salut Nico, comment ça va ? Eh bien, écoute, salut Bart, j'ai l'impression d'être au bar avec des cacahuètes et une bière à côté de moi. Je suis avec toi en face. Écoute, ça va très bien, effectivement. On va essayer de remplacer, même si on ne pourra pas le remplacer, l'ami Quentin, mais on est un peu obligé de parler des 2 exploits majeurs de l'ami Cooper Flagg. Et puis on va aussi parler de tanking parce que là on est tout euphorique là quand Flagg il nous a fait des super matchs, mais les Mavs ils nous font pas plaisir là. On va vous expliquer tout ça en fin d'émission, mais parlons quand même de Flagg. Restons positifs. 2 matchs dantesques, 2 matchs au-dessus de 40 points. Alors c'est le premier rookie depuis Iverson à faire 2 matchs de suite à 40 points ou plus. Et puis contre Orlando, il est à 51 points. C'est tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire à faire plus de 50 points. Ouais, déjà, il faut quand même rappeler de qui on parle. On parle d'Allen Iverson en guise de comparaison, donc on est quand même un peu sur le gratin. En tout cas émotionnel et basketteur. Et puis on se rappelle il y a quelques semaines maintenant, même mois, il avait fait un match à 49, il aurait pu quasiment être 50. Et donc là, au moment où en fait on se dit c'est mort, le rookie de l'année, ça va être Cocknuffel, c'est grillé, Cooper Flagg, et au moment où on n'y croit plus trop, voilà que l'ami Cooper Flagg il remet 2 pièces et il sort 2 prestations majeures et historiques. Je pense que le terme qu'on devrait retenir, c'est historique. Ça n'a jamais été fait. Il a 19 ans, il a mis 51 points contre une équipe d'Orlando qui était impliquée. Puis c'est ça, hein, c'est pas une équipe de bras cassés qui sont comme les Memphis Grizzlies par exemple. Alors je vais te contredire un tout petit peu, c'est que Orlando est impliqué, il y avait quand même un énorme garbage time à la fin où Flagg est resté finalement sur le terrain. Et on peut se dire aussi que Orlando, finalement, ils savaient qu'ils allaient gagner et qu'ils n'ont pas forcé. Bon, c'est peut-être ma vision un peu pessimiste de l'histoire, mais bon, 51 points, on peut pas nier ça. Ouais, c'est ça, il faut quand même lui reconnaître que même si effectivement il fait un très bon dernier quart-temps, déjà il met des shoots, c'est loin d'être gagné, tu vois, ils n'ont pas laissé driver au panier, il met des shoots très difficiles. Ça défendait quand même un peu, relativement. Et j'évoque, moi, ces équipes qui tankent complètement, qui déroulent à fond. Il y en a un certain nombre en NBA, pour dire que c'était des vrais matchs. Et en plus, il fait ça 2 fois d'affilée. Contre le Orlando Magic et ensuite contre les Los Angeles Lakers, c'est incroyable. C'est incroyable. Et une nouvelle fois, au moment où on n'y croit plus, on se dit c'est grillé, voilà que l'ami Cooper Flagg, lui, a dit non, en fait, moi j'y crois encore. Et je fais 2 prestations majuscules pour dire je suis encore là pour le titre de rookie de l'année. Donc bravo à lui. Et ce qui est exceptionnel aussi, je trouve, c'est que c'est pas que des points. Si tu regardes les stats, contre Orlando, on est à 51 points, 6 rebonds, 3 passes. Et il a aussi de la défense, 3 interceptions et 1 bloc. Et contre Los Angeles, il est à 45 points, 8 rebonds, 9 passes, aussi 2 intersections et 1 bloc. Et du coup, quand tu regardes sa prestation, on a l'impression qu'il sait tout faire. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a une variété en attaque. Contre Orlando, il met les 3 points. Ensuite, il a une efficacité à mi-distance que je trouve exceptionnelle. On le voit dunker, on le voit faire des petits flotteurs. Contre Los Angeles, il a été 17 fois au lancer franc. Donc c'est une prestation qui n'est pas unidimensionnelle. Et elle est vraiment complète. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'on attendait de Cooper. On le savait, c'est un joueur complet malgré son très jeune âge. Ouais, t'as raison. Parce que la dimension athlétique, on la connaît depuis le début de saison, en fait. Sa capacité à attaquer le cercle, changer de main, ça, on l'a déjà vu. Par contre, ce qu'il a montré, l'alternance dans sa réussite extérieure. Je reviens sur Orlando de tête, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois qu'il met 6-3 points. J'ai vu tous les points qu'il met. Il y a des shoots difficiles. Il y a un shoot dans le dernier quart-temps, là, il est dans le corner 0 degré. Il est à moitié en déséquilibre. Il met un 3 points pour le faire passer de 45 à 48, si ma mémoire est bonne. C'est des shoots difficiles, quoi. Et en plus, tu vois, petite balle perdue là pour Bam Adebayo.
il sort pas 50 tirs, quoi. Je crois qu'il a une trentaine de tirs, ce qui est déjà pas mal, hein. Mais il n'est pas dans une logique où il a des pourcentages qui sont questionnables. Il est plutôt en réussite au tir, donc ouais, c'est vraiment impressionnant. Et même le coffre, le simple fait de jouer au basket, le simple fait d'avoir autant tiré sur la corde et d'être physiquement encore capable de scorer quand on a mis 51, c'est fort, quoi. Physiquement, tu as 19 ans, tu es déjà capable de tenir tout au long, bravo, quoi. Quel monstre. Ça donne vraiment un avant-goût de ce que ça peut donner hein, la saison prochaine, mais surtout les années à venir avec Dallas. Il y a une séquence contre Orlando, parce que contre Orlando, quand même, je trouve que l'arbitre n'a pas été très tendre avec lui. Il aurait pu siffler plus. Il y a eu une séquence où il se fait... franchement, il y a une énorme faute sur lui où l'arbitre ne siffle pas. D'ailleurs, Kidd se fait expulser. Et là, on avait envie de dire à Cooper, mais vas-y, va la chercher, ta faute technique, vas-y. Ça y est, tu peux te le permettre maintenant. Et je trouve que ce moment, il est important parce que finalement, ça montre que Flag, il est passé dans une autre catégorie et on lui dit, mais vas-y, tu peux y aller. Permets-toi de prendre ta faute technique et c'est ce qu'il fait. Et il y a deux joueurs, il y a Kidd qui se fait expulser et Naji Marshall qui également se fait expulser suite à cet événement. Ouais, Najee Marshall, c'est marrant parce que tu as l'impression que c'est vraiment devenu le meilleur pote de Cooper Flag. Tu sais, il s'est positionné un peu dans le lieutenant du capitaine Flag. Pas du capitaine Flamme. Non, blague à part, il était vraiment saignant, Cooper Flag. Et c'est vrai que tu as raison, il s'autorise des trucs dans l'émotion qu'il ne s'autorisait pas avant. Je pense que ça montre une étape un peu dans sa maturation. Moi, j'étais quelque part content aussi que Jason Kidd il montre un peu des sentiments et un énorme agacement. Je le trouve toujours assez passif sur le banc. Voilà, il s'est vraiment énervé. Et oui, clairement, il y a une énorme faute. Hein, donc, je ne dis pas qu'il fait bien de se faire expulser, mais il y a une faute évidente. Donc, c'est bien de voir des émotions, tu vois. Ouais, donc je te disais, c'est un avant-goût de ce que ça peut donner la saison prochaine. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'on va avoir la saison prochaine avec un Cooper Flag qui va prendre confiance, qui va être vraiment au centre du jeu? Est-ce qu'on peut s'attendre à des matchs à 30, 40, 50 points, comme on l'a vu là, ces deux derniers matchs? Mais moi, je me dis, il faut vraiment pas qu'on boude notre plaisir, en fait, parce qu'on se rend pas encore trop compte, tu vois, dans cette saison qui est quand même une saison un peu bien catastrophique. Faut pas qu'on sous-estime en fait ce qu'on voit de Cooper Flag. C'est incroyable, c'est historique ce qu'on voit. Donc ça projette quand même un avenir où Cooper Flag il va continuer à grandir. Alors, je dis pas que c'est un avenir radieux parce qu'il est trop isolé, mais en tout cas, ces derniers matchs, tout le monde, ouais, on a récupéré un sacré joueur quand même. Et ça, faut pas le sous-estimer, quoi. Faut vraiment se satisfaire de ça. Je sais pas le temps qu'il va lui falloir pour continuer à grandir, mais en tout cas, le Cooper Flag du début d'année et celui qu'on voit là, c'est déjà plus le même joueur du tout. Donc c'est vachement prometteur pour l'année prochaine. Moi, si je suis rookie là, que je me présente à la draft, honnêtement, moi je suis peut-être un peu biaisé, hein, très légèrement biaisé, mais je me dis, je serais pas mécontent de jouer à côté de Cooper Flag quand même. Hein. Honnêtement, je me dis, je peux faire un duo qui risque de marquer pas mal de choses. Hein. J'avais envie qu'on parle de Los Angeles aussi, du match contre les Lakers, parce que il me semble, alors tu vas peut-être me contredire, mais c'est la première fois que les Mavs battent Los Angeles depuis le trade de Luka Doncic, je crois, hein, je suis pas sûr. Et il y avait quand même des choses assez marrantes dans ce match. On avait le plus jeune joueur de NBA, on en a parlé, avec ses 45 points, 8 rebonds, 9 passes, et de l'autre côté, on avait LeBron James, lui il aussi fait un match incroyable, dantesque, hein, 30 points, 9 rebonds et 15 passes. LeBron, franchement, il est monstrueux physiquement, il nous fait des dunks comme s'il avait 20 ans, enfin, c'est hallucinant. Donc je trouvais je voulais qu'on parle, que tu me dises ce que tu pensais de ce match incroyable avec ce jeune de 19 ans et puis le vieux de 41 qui font le show. Alors si tu veux faire des grandes métaphores, ça ressemble à une forme de passage de témoin. Donc le vieux LeBron James qui a comme 41 ans, et je suis d'accord avec toi, il a dû en montrer beaucoup plus que d'habitude, là, parce qu'il n'y avait ni Luka Doncic ni Austin Reeves, donc c'était quand même des Lakers très déplumés à la création. Mais LeBron, il a marqué encore ce caractère très complet de son jeu, son niveau physique complètement surréaliste par rapport à son âge, son énergie. Et puis, moi, je trouve toujours que, je ne suis pas le seul à penser ça, il y a des flashs de LeBron James dans certains moments de Cooper Flag, notamment dans son athlétisme plus. Sa capacité à les driver au cercle, à mettre des gros pétards, là, comme on n'en voit pas si souvent. Donc ouais, il y avait un côté un peu passage de témoin et incroyable décalage d'âge. Il y en a un qui a 41 ans, l'autre qui en a 19.
Donc c'était assez surréaliste, quoi. Puis je voudrais qu'on parle de ce rookie de l'année, parce que la dernière émission, Nico et Quentin, d'ailleurs, vous étiez tous les deux super pessimistes. Vous disiez que c'était fini, que Knuppel allait avoir le titre de rookie de l'année. Et là, après les deux matchs de Cooper Flagg, je crois que la cote a changé. Donc maintenant, Flagg est favori. Et du coup, je me suis amusé quand même à aller voir les stats entre Flagg et Knuppel depuis le début de l'année. La dernière fois, j'aurais dû peut-être être un peu plus... vous contredire un petit peu plus, parce que Flagg, il a quand même des meilleures stats dans à peu près toutes les catégories par rapport à Knuppel. 21 points pour Flagg, 18 points par match pour Knuppel, plus de rebonds, 6 contre 5, plus de passes, 4.6 contre 3.4. Enfin bon, bref, sur tous les points, il est meilleur défensivement. Alors certes, il a un moins bon pourcentage au tir, notamment à 3 points, mais globalement, il mérite le rookie de l'année, Nico, même sans ces deux matchs, j'allais dire. Ouais, bon, après, c'est serré, hein. Une nouvelle fois, c'est un peu ce qu'on disait. Je pense qu'il avait pris le dessus psychologique. Après, c'est des élans. Ce qu'on dit aussi, c'est que on décerne les prix souvent en regardant ce qui s'est passé récemment. Tu vois, tout le monde a mauvaise mémoire et on se rappelle du court terme. En tout cas, ces deux matchs-là exceptionnels, ça s'appelle envoyer un message, hein. Pour moi, déjà, il a une capacité à envoyer ce message-là, de faire deux matchs marquants comme ça. C'est déjà fort à son âge. Et ça veut dire, m'oubliez pas, les gars, en fait. Donc après, je ne sais pas si ça a radicalement changé. On était à 75-25 pour Knuffel, si ma mémoire est bonne avant. En tout cas, elle envoie un message très marquant. Peut-être que ça va se transformer. Et je trouve l'histoire serait cool, hein, l'histoire, ça me marrante, d'avoir un ex-aequo de Rookie of the Year, comme ça a été il y a très longtemps. Ça avait été le cas. Jason Kidd, si ma mémoire est bonne, je ne mettrai pas ma main au feu, mais avait été co-Rookie of the Year il y a bien longtemps de ça. Son ancien compagnon de chambre, Duke, tu vois, t'es quand même co-Rookie of the Year avec ton compagnon de chambre, c'est quand même rigolo, quoi. Ça serait pas mal. Ça serait la belle histoire, peut-être, effectivement. Alors, on ne peut pas reprocher aux Mavs de ne pas faire jouer Cooper Flagg pour qu'il aille chercher ce rookie de l'année. Il joue 38 minutes là, contre les Lakers. Honnêtement, ça aurait été pas mal de le reposer un petit peu plus, peut-être, pour ne pas gagner ce match, parce que globalement, c'est quand même une méga mauvaise nouvelle, là, cette victoire, au classement du tanking, au classement des nuls. Les Mavs, là, ils avaient la 6e place qui leur était offerte, et maintenant, on se retrouve 7e, à égalité avec Memphis, avec devant nous New Orleans qui n'arrive pas à gagner non plus. Franchement, cette victoire contre Los Angeles, elle est un peu catastrophique. Ouais, statistiquement, c'est assez catastrophique. J'avoue que je me suis régalé de ces matchs-là, mais par contre, le fait de gagner, c'est vraiment pas ce qu'il nous fallait, hein, parce que on a des mauvais joueurs comme il y a des mauvais payeurs, tu sais, des équipes qui n'en gagnent pas une. Et on avait une avance qui était très très limitée. Et là, on se retrouve dans une situation toute pourrie. Alors, c'est pas si catastrophique que ça quand tu regardes un truc. La projection qu'il faut avoir, alors là, on est vraiment dans la compétition des plus mauvais, c'est que nos amis des Pelicans, le prochain match, ils jouent contre les Utah Jazz. Donc, quand même, une équipe qui passe son temps à perdre volontairement. Donc, on peut se dire que parmi les mauvais, les Pelicans pourraient gagner ce match. Et le match suivant des Utah Jazz se fait contre les Memphis Grizzlies. Donc, on est vraiment là... dans Utah, la position d'arbitre pour la 6e place du championnat des plus mauvais, du Tankathon. Donc c'est très mauvais, très clairement très mauvais, sauf que il y a moyen quand même que à la fois New Orleans, enfin surtout New Orleans et Memphis gagnent un match de plus pour du coup nous permettre de récupérer le maigre avantage qu'on a. Nous par contre on joue Chicago le dernier match et c'est un match qui sont très mauvais, parce que Chicago est complètement démobilisé. Donc nous, il y a vraiment intérêt à ce qu'on n'en gagne plus un seul, parce qu'on a zéro marge, et puis il ne faut pas lâcher cette 6e place. On doit choisir. Ce match contre Chicago, là, ça me rappelle la saison où la draft de Lively, là, juste avant, où les Mavs ont tanké les 2 derniers matchs de la saison. Je crois que Quentin, il en parle souvent de ce match parce qu'il était dans la salle. Je ne veux pas balancer même l'histoire complète de Quentin, et je la partage, il n'est pas là, il ne m'en voudra pas, qui a fait beaucoup marrer, c'est qu'il avait expliqué que je crois que c'était sa belle famille qui était là-bas, qui était venue à Dallas lui rendre visite, et du coup qui avait été voir le match avec lui. Et Quentin, il était genre furieux parce que Dallas allait gagner. Donc je me dis, mais je me mettais à la place de sa belle famille. Je dis, mais il est bizarre ce mec en fait. Il vient à Dallas, il voit tous les matchs et il espère que son équipe va perdre. Tu vois, quand tu ne suis pas le basket, c'est un peu improbable. Difficile à lire. En tout cas, les Mavs, il faut absolument qu'ils perdent
tous leurs matchs à venir. Hein. Les Clippers, normalement, ça devrait perdre. Les Suns aussi. Contre les Spurs, là, ils devraient perdre. Et il reste vraiment plus que Chicago. Sauf que si Flag nous fait des perfs comme il vient de nous faire, ça va être compliqué. On va vraiment être derrière Utah. On a besoin que Utah continue de perdre pour pouvoir revenir à cette 6e place. Hein. Je rappelle que donc les 5 premiers au classement des nuls, c'est Washington, Indiana, Brooklyn, Utah et Sacramento. Et là, avec 25 victoires, on a New Orleans, Memphis et Dallas. Il y a un scénario où les 3 équipes vont finir avec le même bilan et on aura... Alors là, je ne sais même pas comment ça se passe quand il y a 3 équipes avec le même bilan. Comment ça marche? Comment on fait? Ouais, je ne sais pas. Il faudra qu'on demande à Quentin. C'est Quentin, cas, notre spécialiste des règles comme ça. Mais... Exactement. Mais après, les Jazz, ils sont comme très réguliers dans la médiocrité. Vraiment, eux, tu vois, ils perdent constamment. Ils sont dans la posture du très hard tanking. On n'en gagne pas une. Ils ont même réussi à gagner une place sur Sacramento quand même, hein, ce qui en dit long. Donc peut-être qu'on va espérer qu'ils continuent sur cette magnifique lignée et qui du coup enchaînent ces 2 défaites qui nous feraient plus que du bien, quoi. La semaine dernière, enfin la dernière émission, on parlait là du tanking propre et du tanking sale. Et moi, ce qui m'agace un peu, c'est que quand je regarde Memphis, quand je regarde Utah, je me dis, mais eux, c'est clairement du tanking sale. Enfin, vraiment, ils ne font aucun effort. Hein. Est-ce que tu sais qui était titulaire à Memphis au poste 4 au dernier match? Au max, exactement. Ah non, mais Memphis... Après, je le ferais comme une différence majeure. Je pense que Memphis a une équipe aujourd'hui assez catastrophique, honnêtement. Plus que décimée, et puis les trades qu'ils ont fait. Enfin, ils ont quand même fait des choix, pour moi, de reconstruction. Utah, c'est pas la même chose. Utah, t'as quand même des joueurs majeurs dont on questionne le niveau de santé et ils veulent prendre 0 risque. Donc moi, c'est surtout ça. T'as Jaren Jackson Jr., Lauri Markkanen, c'est pas comme s'ils avaient une mauvaise équipe en fait. Hein. Keontae George, ils ont une très bonne équipe. C'est juste qu'ils sont vraiment sur une posture. C'est notre dernière année de tanking, on veut choisir le plus haut possible. Et éventuellement, on aimerait bien avoir J.D. Bonsa, ça nous arrangera bien. Et l'année prochaine, ils vont plus du tout être positionnés de la même façon, à mon avis. Hein. Donc eux, c'est vraiment. T'es ta dernière année en fait, donc on va aller jusqu'au bout de ta dernière année, quoi. Toi, il fait un peu penser à cet élève. De toute façon, qui sait qui va redoubler? Donc, de toute façon, je n'ai plus rien à foutre. C'est pas comme si j'allais essayer de gagner des matchs. Donc, ils vont aller au bout de leur logique. Tu crois pas que les Mavs ils pourraient faire un petit effort pour essayer d'être un peu meilleurs au tanking? Là, je comprends pas contre les Lakers. Franchement, c'est l'équipe type qui joue. Tous les joueurs majeurs, c'est eux qui ont le plus de minutes. AJ Johnson, 0 minutes. Ryan Nembhard, 0 minutes. Tyler Smith, 0 minutes. Ils auraient pu les faire jouer quand même. Je suis d'accord avec toi. Moi, le scénario Orlando me valait très bien. C'est-à-dire qu'un scénario où on perd le match, mais on a des prestations exceptionnelles de Cooper Flag, moi, ça me va très bien. C'est exactement ce qu'on veut, en fait. Là, on se rend dans un scénario où on gagne un match qu'on n'a pas vraiment envie de gagner, ou qu'on n'a pas intérêt à gagner, et on se met dans une situation compliquée par rapport à notre prochaine sélection à la draft. Donc, on perd tout, en fait. Donc, en tout cas, moi, s'il y a un dernier match là qui va jouer contre Chicago, qui est ce match décisif, moi, je te mets tout le monde au repos. Hein. On ferme les vestiaires, on met la clé, on jette la clé et on laisse juste Eddie Johnson, Dwight Powell et qui tu veux, mais en tout cas, et notre ami le shooter, j'ai oublié le prénom qui était Toué là. Lakidas, c'est un pote de pivot. Lakidas, voilà. Et encore, il est trop fort. On prend un Toué exceptionnel le temps de ce match-là, mais il faut vraiment qu'on soit dans une logique, on perd ce dernier match. Désolé à tous les gens qui auront le malheur de voir ce match à l'American Airlines Center. Je pense qu'il peut faire des grosses promos d'ailleurs pour des matchs qui vont être catastrophiques, qui sont même pas de niveau G-League. Mais ouais, là, faut pas déconner. C'est des matchs il faut pas les gagner. Ceux-là, ça sert à rien en fait. Tu te tires une balle dans le pied si tu fais ça. Ouais, moi j'aurais préféré qu'il fasse tourner un peu plus. Hein. Ouais, Poulakidas, il a que 6 minutes hein, contre les Los Angeles. Ils veulent absolument gagner. Alors je comprends pas trop pourquoi. Hein. C'est peut-être on se dit ouais, on est une franchise de la gagne. Nous on peut pas faire exprès de perdre. Mais bon, on va le payer à la fin de l'année. Là, c'est quand même dommage. Là, dans les 5 ou 6 joueurs à la draft qui sont projetés. Projetés, merci, qui sont projetés pour être draftés dans les 5-6 premières, c'est vraiment des joueurs qui peuvent changer une franchise. On est vraiment dans cette catégorie de joueurs-là. Hein. Ouais, complètement. Bah, je le disais la dernière fois, là, choisir dans le top 5, c'est choisir, ou même de top 4, c'est choisir des joueurs qui risquent d'être All-Star, en tout cas des énormes talents.
Donc ça nous permet de reconstruire correctement la franchise et d'accélérer un peu. Honnêtement, on peut dire différemment. Si on se retrouve à piocher à genre 9e versus 3e ou 4e, on va perdre 1 an, voire 2 ans. Donc choisir très haut, c'est gagner du temps. C'est accompagner Cooper Flagg d'un énorme talent qui a un potentiel, alors peut-être pas aussi élevé que le sien, mais en tout cas très élevé, et qui pourrait être avec lui un All-Star des Mavericks pendant 5, 6, 7, 8, 9 ans. Donc c'est tout ce qu'on leur souhaite d'ailleurs. Donc non, c'est une très mauvaise nouvelle. On se régale de Cooper Flagg, de ses performances historiques, et c'est ça qu'il faut retenir. Mais c'est pas une bonne chose de gagner ces matchs-là, quoi. Une fois, c'est pas fini, hein. Je veux insister là-dessus. Les matchs de cette semaine vont être importants pour vraiment clarifier la situation et voir où est-ce qu'on finit. Donc on peut toujours terminer 6e. Et peut-être que les dieux du basket vont voir les Mavs et dire ils n'ont pas tanké salement, ils ont joué le jeu jusqu'au bout, on va les récompenser pour ça et on va leur donner un top 4. Et les petites boules de la draft vont punir les méchants Utah Jazz. Voilà, c'est ça. Les gens on a le droit d'espérer ça. C'est pas ce qui va arriver. Enfin, on ne sait pas. Mais en tout cas, s'il y a une manipulation, la manipulation des pensées, des petites boules pour qu'elles prennent des chemins donnés, j'aimerais quand même qu'elles prennent des chemins de ceux qui ont vraiment joué le jeu et ceux qui ont été des salopards jusqu'au bout. Bon, allez, il y avait un dernier sujet. C'est dommage que Quentin soit pas là parce que c'est quand même un sujet qui lui tient à cœur. Mais bon, Marc Cuban, on a eu un interview de lui la semaine dernière où il a dit qu'il n'avait pas de regret d'avoir vendu l'équipe il y a quelques années, mais il avait des regrets à qui il l'avait vendu. Alors Nico, on va pas remettre ça sur le tapis encore une fois, mais on est un peu obligé, c'est l'actualité. Pourquoi est-ce que Marc Cuban, il nous sort quelque chose comme ça à ce moment-là de la saison ? En fait, tu as mis le doigt sur exactement ce qui m'embête, pour rester poli 30 secondes, sur cette situation. C'est pourquoi il remet encore une pièce dans la machine. À quoi ça sert de refaire tourner la machine pour refaire revenir un peu des sujets sur Luka Doncic, pourquoi il a été tradé. Mec, passe à autre chose. Passe vraiment à autre chose. Il y a un moment, quand tu appelles ton ex pendant 2 ans, à un moment, c'est que c'est plus ton ex. Tu vois. On t'arrête les frais, tu coupes le truc, on arrête de parler de Luka Doncic au Mavericks, on essaie de se projeter. Moi, je préfère qu'on s'enthousiasme sur les... On a assez pleuré, tu vois. On a assez pleurniché, on a assez parlé de ce truc-là. Projetons-nous un peu plus sur 2 choses. 1, l'avenir avec Cooper Flagg. Et 2, vraiment, alors là je m'emballe, je sais très bien, si on veut parler de Luka Doncic, réfléchissons à ce qu'on peut faire pour essayer de ramener le bon vieux Luka Doncic à Dallas Mavericks. Ça serait plus intéressant et productif que de reparler d'un truc de toute façon qui est passé, donc ça ne sert à rien. Je sais que Quentin aura une opinion différente de la mienne, il la donnera à la prochaine émission. Moi, j'ai pas aimé cette émission. Je trouve que Marc Cuban, il ne sert pas les Mavs en remettant une pièce dans la machine. En plus, même personnellement, je ne comprends pas pourquoi il fait ça, puisqu'il se met à dos forcément Dumont, là, le nouveau propriétaire. Donc, s'il voulait avoir encore plus d'influence à l'avenir avec les Mavs, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Parce que là, Dumont, il va faire t'es gentil, t'as des regrets que j'ai acheté l'équipe, mon gars, je vais pas te demander ton avis à l'avenir. Ouais, et puis il y a l'autre truc aussi qu'on n'a pas évoqué sur ce sujet-là, c'est que du coup, il met Jason Kidd dans des embrouilles pas possibles, tu vois, en disant en gros, sous-entendre que Jason Kidd était au minimum informé, pour pas dire complice du truc, ce que Jason Kidd a nié formellement. Donc une nouvelle fois, Cuban, il ne gagne rien à faire ça, à part apporter du bruit sur un sujet qui commençait un peu à très doucement un peu se détendre. Ça ne sert à rien. C'est pas parce qu'on te tend la perche que tu es obligé de répondre. Tu es suffisamment intelligent pour savoir esquiver la question et ne passer à autre chose et pas reparler éternellement de ce trade. Enfin, passons à une chose. Je sais pas si tu as vu ton email, Nico, mais on a reçu un mail des Mavericks qui nous demande notre avis sur la nouvelle salle des Mavericks. Je sais pas, j'ai pas été voir ce qu'ils nous demandaient, mais je crois qu'ils vont nous demander si on veut ou pas déménager. Un mot là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que tu sais que les Stars, eux, on a quand même une scission entre les Dallas Stars et Dallas Mavericks qui partagent la salle, que les Stars se projettent plutôt dans un avenir qui n'est pas à Dallas, qui sera dans la banlieue de Dallas. Donc ça implique du coup des questions, parce que si tu portes tous les coups tout seul, c'est pas forcément la même histoire que si tu les partages avec une équipe comme les Dallas Stars, que tu connais beaucoup mieux que moi. En fait, c'est vrai qu'il y a eu des frictions entre les deux franchises. Je crois que c'est justement, il y a un petit divorce et que du coup, peut-être que ça change la donne, que les Stars, eux, déménagent.
peut-être que les Mavs seraient capables de rester finalement downtown Dallas. On va voir. Ouais, les Stars, pour le coup, ils sont très forts cette année. Ils sont deuxième de la conférence Ouest. Donc, si vous voulez suivre des playoffs à Dallas, je crois qu'il faut suivre le hockey. On va voir. La dernière fois que les Stars ont gagné la Coupe Stanley, c'était en 1999. Donc, ça fait quand même un paquet de temps. Et je crois que les fans de hockey à Dallas attendent vraiment un nouveau titre. Ça serait bien excitant de voir ça. Voilà, et je pense à un truc sur Luka Doncic. Je voulais juste dire que il est blessé, le petit Luka, et que pas sûr qu'il joue les playoffs du coup. Donc finalement, vous voyez, si on avait gardé Luka, on serait un peu dégoûté là de voir que encore une fois là notre. C'est un gros coup de poids, les Lakers. Moi, je suis loin d'être un adorateur des Lakers, mais on a à la fois Austin Reeves qui est blessé, je crois 4 à 6 semaines, donc clairement il jouera pas les playoffs. C'est une certitude. En tout cas, au moins le premier tour, ça c'est sûr. Et Luka, a priori, c'est quand même pas gagné du tout. Il est reparti en Europe, là, se faire des injections de je sais pas quoi. Ça m'étonnerait aussi qu'il soit prêt pour les playoffs. Donc, si ta créativité, ton scoring est dépendant dans LeBron James sur 2026, premier tour de playoffs, c'est pas gagner les Lakers. Ça va chuter un peu dans les positionnements et surtout, ça va être une bête, la bête blessée au premier tour des playoffs. Allez, 4 matchs à venir. On espère la grosse perf de Cooper Flagg. On espère qu'il va aller chercher son titre de rookie de l'année. Et on espère que les Mavs vont perdre les 4 matchs, reprendre cette 6e place. Et après, on attendra la loterie et puis les playoffs. On va suivre les autres équipes tranquillement, sans stress. Ouais, c'est le 10 mai, je crois, le jour où on a la loterie. La loterie, c'est ça. C'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, on va faire les émissions à venir, là, le bilan de l'année. Ça va être intéressant. Et puis, on va essayer de regarder. On va se flageller un grand coup là, en revenant sur nos pronos catastrophiques, on peut le dire. C'est ça. Et puis, on va aussi regarder un peu les prospects, les projections de draft. Quel joueur nous intéressera? On fera une émission spéciale sur ça. En tout cas, chers auditeurs, dites-nous ce que vous attendez de ces 4 derniers matchs et dites-nous ce que vous pensez de la performance de Cooper Flagg. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se parle très bientôt. À bientôt. Ciao. Salut les amis. Envoyez un petit message aussi à Quentin qui nous manque beaucoup. Là. On fait ce qu'on peut là tous les deux, mais un petit mot pour Quentin, ça lui fera plaisir aussi. Ciao. Allez, salut les amis.